Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. L'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, particulièrement à travers des activités non rémunérées, est un sujet complexe, un sujet multidimensionnel. Le gouvernement, donc, depuis quelques années, en a fait l'une de ses préoccupations, une priorité pour leur donner plus de liberté, pour poursuivre les objectifs souhaités afin de réduire le risque des violences faites aux femmes. On en parle dans quelques instants dans Ça fait l'actualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Ahmed Traoré. Le colloque international pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest vise à créer un cadre d'échange entre les décideurs, les chercheurs, les praticiens, les partenaires au développement et les organisations de la société civile sur des questions touchant à l'autonomisation économique des femmes. Ce, pour sensibiliser les politiques afin d'impulser des changements. Partant, il propose des solutions à la problématique de l'autonomisation de la femme. Cette troisième édition, prévue se tenir les 7 et 8 novembre 2024 à Abidjan, est organisée en collaboration avec le Centre de recherche pour le développement international, CRDI du Canada, et d'autres partenaires comme le PNUD, l'ONU Femmes et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire. Une édition qui s'organise autour du thème « Solutions innovantes pour la renaissance, la réduction et la redistribution du travail des soins non rémunérés des femmes en Afrique de l'Ouest, de la recherche-action à des réformes effectives » vise globalement à présenter l'état des lieux du travail des soins non rémunérés des femmes en Afrique de l'Ouest. Également, à stimuler des réformes concrètes pour promouvoir l'égalité des genres dans un contexte de changement climatique en Afrique de l'Ouest. Un reportage d'Ahmed Traoré. Le docteur Ibrahim Diarra est notre invité. Il est le directeur du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Abou Koné. Merci d'être avec nous sur ce plateau de RTI 1. Alors, vous venez de suivre ce reportage réalisé par Ahmed Traoré. Que vous inspire-t-il ? Bien, je voudrais vraiment vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de parler un peu de l'actualité en ce moment pour le CIRES et pour la question de la recherche. Alors, il s'agit donc d'un colloque qui va se tenir et tel que cela a été présenté effectivement, il s'agit de façon générale de parler de l'autonomisation de la femme. Très bien. En Afrique de l'Ouest de façon générale. Et pourquoi pas, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, de parler un peu de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, on en a parlé tout à l'heure brièvement en introduction. Alors, dites-nous, dans un premier temps, comment est-ce que les activités non rémunérées, comme le travail domestique, influencent-elles l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire? En tout cas, merci. L'autonomisation à travers donc le travail des soins non rémunérés, comme cela se dit de plus en plus, c'est la possibilité de permettre à la femme, au-delà des aspects pécuniaires, donc on va dire des aspects financiers, de pouvoir réduire la pénibilité du travail domestique, mais également de pouvoir dégager du temps pour lui permettre de vaquer à des activités génératrices de revenus et à des activités qui lui permettent donc d'aller à cette autonomisation-là. C'est ça. Alors, de vaquer à ses occupations, donc de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'homme. Mais dans les faits, comment est-ce que cela se traduit exactement? OK. Alors, comme vous le savez, selon la structuration de nos sociétés en Afrique, le rôle donc des activités domestiques est dévolu à la femme. Et aujourd'hui, il s'agit de voir comment, à travers des solutions, à travers des mécanismes, on peut lui permettre donc de réduire cette pénibilité du travail. Alors, soit en lui apportant des technologies qui existent dans le domaine, par exemple, de la cuisson, qui lui permettent de gagner beaucoup plus de temps. Et ce temps dégagé devra lui permettre d'aller vers des activités génératrices donc de revenus. Et si elle a un revenu,
elle peut être autonome vis-à-vis de l'homme. Voilà, de l'homme. Alors, je vais revenir encore sur la première question. Alors, c'est de savoir comment est-ce que ces activités-là, justement, qui sont non rémunérées, telles que le travail domestique, influencent l'autonomisation de la femme. Bien. Alors, une femme qui mène des activités au niveau donc du foyer. C'est ça. Et ici, quand on parle donc de travail de soins non rémunérés, il faut indiquer tout ce qui est lié à la garde d'enfants, s'occuper des enfants à la maison, s'occuper de toutes les personnes âgées, préparer, aller chercher de l'eau. Ce sont des activités qui occupent la femme. D'accord. Alors, l'idée, c'est de dire que tant qu'elle est occupée à faire cela, elle n'a pas de possibilité d'exercer d'autres activités, surtout des activités qui lui permettent d'avoir des ressources. Si nous prenons l'exemple simple de la garde d'enfants, une femme qui, dans le domaine urbain, par exemple, qui a une activité, lorsqu'elle va à son lieu de travail, elle est préoccupée par le fait de comment est-ce qu'elle prend soin de son enfant, où est-ce qu'elle met cet enfant-là. Et donc, s'il y a des garderies et qu'elle confie son enfant à ces garderies, elle a toute la latitude d'aller au travail, de pouvoir se consacrer à son travail et d'être productive. Il se trouve que en l'absence de ce type d'infrastructure, la femme est obligée soit d'avoir recours à des servantes, comme on le dit, mais chaque fois, il faut qu'elle appelle pour s'assurer que les choses se passent bien. Donc, l'idée, c'est d'arriver à des solutions innovantes qui permettent à la femme d'aller travailler en toute quiétude et d'être productive et naturellement de pouvoir viser des postes beaucoup plus importants et qui lui permettent d'avoir une rémunération beaucoup plus importante. Alors, ce sont des choses contemporaines, ce sont des situations qui n'existaient pas par le passé. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là? Alors, on en est arrivé à ce point parce que, effectivement, dans le cadre des réflexions et des études qui se mènent, il a été évalué le temps que les femmes passent au foyer, c'est-à-dire dans le ménage. Et on s'est amusé à faire la comparaison à ce que les hommes également passent dans les activités. D'accord. Et cette étude-là qui a été menée par l'Université Félix Houphouët-Boigny en 2021 avec l'appui de l'UNFPA a montré que les travaux de soins non rémunérés étaient évalués autour de 600, un peu plus de 600 milliards de francs CFA. D'accord. Contre 179 milliards pour les hommes. Annuellement? Donc, voilà, annuellement. D'accord. Donc, ça crée ce fossé-là. Mais l'idée, c'est aussi de raisonner en termes de coût d'opportunité. Cette femme qui est dans ses activités au foyer, si elle devait mener une activité en dehors de la maison, une activité rémunérée, il lui faudra avoir recours à quelqu'un à qui elle va payer une activité, à cette activité-là. Donc, du coup, le fait qu'elle soit à la maison à faire cette activité permet en réalité de sauvegarder une partie des ressources qu'on aurait dû payer si on prenait quelqu'un pour le faire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on intègre ça dans la comptabilité nationale pour dire qu'en réalité, la femme, même si on ne lui donne pas de rémunération, et même si ça ne paraît pas très visible, elle mène une activité qu'on est capable d'évaluer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de comptabilité nationale. Dites-nous quelles sont les conséquences de la reconnaissance insuffisante, justement, de ces activités non rémunérées sur l'économie locale. Bon, l'idée, c'est qu'on a des comptes nationaux qui ne tiennent pas compte, effectivement, de ces activités. Et comme je parlais de coûts d'opportunité, effectivement, si cette activité était menée par une tierce personne qui recevait une rémunération, naturellement, c'est de l'argent que le ménage est obligé de sortir. Si, à travers donc, cette activité, cet argent ne sort pas, mais c'est des ressources qui peuvent permettre d'aller vers d'autres investissements. Donc, du coup, il y a une sous-évaluation, en réalité, de l'action que les femmes mènent au foyer. C'est vrai qu'en termes de rémunération ou d'aspect financier, on ne le perçoit pas, mais en réalité, il faut pouvoir l'intégrer comme étant une activité. C'est des charges, en fait. Mais elle évite que ces charges-là soient payées
par le foyer. Je dis le foyer parce que ça peut être l'homme, ça peut être la femme qui est... Alors, pour aller un peu plus loin, selon vous, comment les politiques publiques peuvent-elles valoriser le travail non rémunéré effectué justement par les femmes? Alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est que la recherche continue de se faire. Et à cet effet, le CIRES, avec l'appui donc du CRDI, bénéficie d'un appui pour mener une activité sur le travail des femmes en milieu rural. D'accord. On est parti du principe que quand la femme revient du champ, elle doit cuisiner. Et c'est une... elle doit cuisiner, elle doit s'occuper des enfants. Voilà. Mais nous, on a pris juste l'aspect cuisine. D'accord. En apportant une technologie qui existe, donc un fourneau amélioré, qui lui permet d'avoir un peu plus de temps qu'elle va dégager. Et l'idée, c'est de voir comment ce temps dégagé lui permet de mener une activité génératrice de revenus. Donc, c'est un peu, si vous voulez, l'idée qui est derrière cet aspect, on va dire, de travail de soins non rémunérés. Et ce qu'on attend de l'État, c'est vraiment de reconnaître que c'est un travail qui mérite qu'on l'intègre ou qu'on le valorise. Pas forcément en apportant des ressources, mais en montrant effectivement que l'activité qui est menée au niveau donc du ménage par la femme a une valeur économique. Voilà, c'est vraiment vous parler comme... Alors justement, si ce n'est pas forcément en apportant des ressources, comment est-ce qu'on peut compenser ce gap-là? Parce que les femmes, elles ont besoin d'argent, elles doivent garder aussi la maison, elles doivent garder les enfants. Est-ce que le foyer amélioré, à lui seul, permet de compenser ce gap? Non. Mais par contre, si vous voulez, dans le cadre de ce travail que nous menons, qui est vraiment à sa phase... on va dire, de départ. Pilote, voilà. Donc, pas pilote. On a vraiment commencé. Mais il y a plusieurs étapes. Il y a l'enquête de base qui nous permet de voir quelle est la situation actuelle. Et puis, un an après, avec l'enquête à mi-parcours, ça nous permettra de voir est-ce que ces fonds ont permis de dégager du temps. L'idée, c'est qu'à terme, on soit capable de regarder toute la structuration du temps de travail non rémunéré de la femme et de voir quelles sont les améliorations qu'on peut apporter pour que globalement elle dégage un temps relativement important qui lui permette de s'orienter vers des activités génératrices de revenus. Donc, si vous voulez, ce n'est pas forcément des aspects pécuniaires, mais je pense qu'il y a quand même des initiatives qui sont déjà en cours avec la possibilité de permettre aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Nous, dans le cadre de notre étude, c'est de voir comment les mettre ensemble, elles réussissent à générer des ressources qui leur permettent de pouvoir faire face à un certain nombre de besoins dont qui leur sont. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la femme de façon générale. C'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui donne la vie. Alors, quel rôle joue l'accès aux services de garde d'enfants dans justement l'autonomisation des femmes engagées dans les activités non rémunérées? Alors, je pense que la garde d'enfants devrait permettre à la femme de se dégager du temps pour mener des activités. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de garderie ou pour certains, si vous voulez, vous prenez au village, par exemple, il n'y a pas de garderie. Oui. Bon, quoique, il y a une étude qui va faire l'objet donc d'une présentation lors donc, du colloque qui va aborder ces questions-là pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire et également pour ce qui concerne le Burkina Faso. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au niveau rural, le fait que l'enfant soit avec la maman, ça réduit la productivité de cette femme-là parce que, bon, souvent elle va se retrouver à faire un break pour allaiter l'enfant, elle va faire un break pour donner à manger à l'enfant, mais elle peut faire aussi un break ou peut-être même porter l'enfant pour travailler. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse trouver des mécanismes pour que ces enfants-là puissent être gardés quelque part, que sur le plan psychologique, la femme n'ait pas de préoccupation, se sente soulagée et qu'elle puisse donner tout son potentiel dans l'activité qu'elle va mener.
D'accord, dans l'activité qu'elle va mener. Alors, dites-nous en présent, en quoi est-ce que la division des tâches ménagères, vous en avez parlé il y a quelques instants, la division des tâches ménagères entre les différents sexes impacte-t-elle l'augmentation, sinon l'autonomisation des femmes? Alors, si... Et ça m'amène à revenir donc sur les 3 R qui sont utilisés, c'est-à-dire la reconnaissance, d'accord, la réduction et la redistribution, qui est le point dont vous parlez. L'idée, c'est de voir comment on redistribue équitablement. Ça, c'est dans les objectifs qui sont assignés. C'est clair que dans nos sociétés, comme je l'ai dit, avec les pesanteurs socioculturels, c'est clair qu'on ne va peut-être pas arriver à ce pourcentage de 50-50, mais si un temps soit peu, dans les activités ménagères, dans les activités du couple, les hommes consacrent une partie du temps à soulager un peu la pénibilité du travail, mais à leur permettre également d'aller plus vite sur un certain nombre d'actions. Cela va permettre à la femme de dégager du temps. Vous voyez des hommes mettre des enfants au dos, des hommes en train de... Non, pas forcément, pas forcément. Il faudra peut-être identifier les activités pour lesquelles les hommes auront quand même une certaine compétence pour le faire. D'accord. Et à ce moment-là, les hommes pourraient venir soulager. Dans certains couples, je pense que c'est des choses qui se font. Voilà, peut-être que c'est la généralisation ou la reconnaissance de ces aspects-là qui peut-être peut buter sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pesanteurs socioculturels. Sinon, l'idée, c'est de faire en sorte que les hommes puissent contribuer à un moment donné pour permettre à la femme également d'exprimer tout son potentiel dans des activités qui permettent d'avoir des ressources, mais qui finalement permet au ménage d'être gagnant. De se sentir mieux dans tous les cas. Alors dites-nous, comment est-ce que les femmes peuvent-elles transformer leurs compétences acquises à travers ces activités non rémunérées en opportunités économiques? Alors, si vous voulez, comment elles peuvent valoriser cela dès l'instant où elle a la possibilité de se dégager du temps, elle a des activités peut-être qu'elle voudrait mener. C'est ça. Qu'elle n'arrive pas à faire tout simplement parce qu'elle n'a pas le temps de le faire. Donc la première chose, c'est de ne pas vouloir lui imposer une activité qu'elle devrait faire, mais c'est de voir avec elle quelles sont les activités. Lui laisser le choix. Voilà, lui laisser le choix d'activités, mais qui sont également liées aux opportunités de la région, pour voir dans quelle mesure on peut appuyer, lui apporter. Je prends l'exemple, par exemple, des femmes qui font la tiéké et qui peut-être ont besoin d'avoir un peu plus de ressources pour pouvoir avoir beaucoup plus de manioc, qui peuvent même aller jusqu'à être propriétaires de plantations de manioc. Donc, pour faire en sorte que la production en amont soit beaucoup plus importante. Donc, l'idée, c'est vraiment de les appuyer, mais sur des choses qu'elles savent faire et pour lesquelles elles ont peut-être certaines ambitions. Alors, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années maintenant pour aborder la question. Alors, quels sont les témoignages de femmes qui illustrent l'impact, justement, de ces activités non rémunérées sur leur autonomie financière? Est-ce que vous en avez? Alors, l'exemple que je pourrais prendre dans le cadre donc de l'étude que nous sommes en train de mener, nous avons réalisé une enquête exploratoire dans la zone de Boaké, où les femmes ont déjà bénéficié donc de la distribution de fourneaux améliorés. Et ce qu'elles nous disent, c'est que la cuisson est rapide, ça prend moins de bois. Donc, quand on parle de moins de bois, on voit moins de bois donc venant de la forêt, la préservation des choses. Oui. Mais il y a également que sur le plan de la santé, elles se sentent beaucoup plus mieux parce que l'inhalation de la fumée et d'un certain nombre de choses toxiques ont un impact sur leur santé. Donc aujourd'hui, avec cette technologie-là, le seul, on va dire, la préoccupation qu'elles ont, c'est qu'il s'agit souvent de fours, souvent très petits, que ça ne prend pas, par exemple, de grandes quantités. Donc ça, c'est une doléance qu'elles ont formulée et que nous avons répercuté donc aux promoteurs pour que dans le cadre donc du projet effectivement que nous menons, comment ces choses-là peuvent être prises en charge. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur l'exemple qui nous concerne et pour lequel on a des données là-dessus.
Très bien, on va avancer. Vous savez que le sujet, il est très sensible, il est très actualité. Mais dites-nous, comment est-ce que le mouvement féministe aborde-t-il justement la question des activités non rémunérées dans leur lutte pour l'égalité? Bien, j'avoue que je n'ai pas de résultats ou d'informations particulières là-dessus. Sur ce détail précis. Sur ce détail précis. D'accord. Ce que je peux dire, c'est que lors du colloque, on aura l'avantage, sur la base effectivement des présentations qui vont se faire, d'avoir le témoignage, d'avoir également qu'est-ce qu'elles font pour permettre d'arriver à cela. Effectivement, l'une des thématiques des sessions, c'est de savoir qu'est-ce que la société civile, qu'est-ce que le secteur privé fait pour la reconnaissance, la réduction et la redistribution du temps de travail dans les activités qu'elles mènent. Mais dans le cadre de notre étude, effectivement, c'est des choses qu'on va aborder. On a commencé cette étude seulement en mars. C'est des questions à prendre en compte. Mais c'est des choses qui seront prises en compte dans... Alors, en quoi la valorisation des activités non rémunérées peut-elle contribuer justement à changer les perceptions sociétales sur le rôle des femmes? Bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les travaux de soins non rémunérés, comme on l'a vraiment bien défini, ce sont des activités qui sont la plupart du temps dévolues à la femme. Il faudra peut-être regarder comment l'implication des hommes leur permet de réduire le temps qu'elles consacrent à ces activités. D'accord. Et à se consacrer elles-mêmes à des activités beaucoup plus... qui leur permettent d'avoir des ressources supplémentaires pour aider même l'homme. C'est ça. Voilà. Donc je pense que le travail non rémunéré, il est important que ce soit reconnu. Et il est important qu'il y ait cette réduction-là, mais il est aussi important que l'appui de l'homme puisse se faire. Alors quand on parle de la réduction, on voit plus ce qui peut être comme des mécanismes innovants. La redistribution, c'est beaucoup plus comment l'homme s'implique un peu plus dans ses activités. Et la reconnaissance, c'est comment au niveau étatique, très bien. On reconnaît. Alors justement, par rapport à la thématique, il y a un colloque qui est adossé à ça, et c'est ce qui justifie d'ailleurs votre présence sur ce plateau. Parlez-nous justement de ce colloque. Il va se dérouler où? Il va durer combien de temps? Et quelles seront les grandes lignes de cette rencontre? Très bien. Alors, ce colloque se tient du 7 au 8 novembre. D'accord. À l'hôtel Yvotel. Et il y aura, en tout cas, un parterre donc d'invités, à savoir les organisations de la société civile, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais il y aura également les partenaires techniques et financiers, à savoir le PNUD et ONU Femmes également, qui est co-organisateur, donc chose. Et puis il y a le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI. Alors ce colloque se tient sur 2 jours et il a un des objectifs majeurs, c'est de sortir de ce colloque avec des recommandations qui permettent d'aller vers la reconnaissance, la réduction et la redistribution du temps de travail non rémunéré. Alors, c'est pour ça qu'à la fin du colloque, il y aura une feuille de route. Une feuille de route, d'accord. Voilà. En fait, une déclaration à l'endroit donc des gouvernants des pays de l'Afrique de l'Ouest pour que des textes puissent être pris pour reconnaître le travail des soins non rémunérés. Certains pays ont déjà commencé, comme le Sénégal, le Bénin, et il s'agit pour nous de voir comment, au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest, ces 3 aires-là puissent être prises en compte. D'accord. Il y aura combien de pays participants? Alors, sur les présentateurs, donc, alors, ce que je voulais indiquer, c'est qu'il y a des panels. D'accord. Mais il y a également des présentations de résultats de projets financés par le CRDI. Alors, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin pour ceux qui ont bénéficié donc de ces financements et qui viendraient présenter les résultats. À côté de ça, on a des représentants donc, qui viennent de l'UEMOA, il y a la CEDEAO, il y a également toutes les organisations au niveau, on va dire, sous-régional, pour permettre également de partager leurs expériences.
Donc voilà un peu. Et puis il y a la leçon inaugurale qui va être faite par le professeur Cham, qui est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les questions donc, de temps de travail non rémunéré et d'autonomisation. Alors, vous pouvez revenir pour les téléspectateurs sur les différentes dates. 7 et 8 novembre à l'hôtel Yvotel, au Plateau. D'accord. Alors, on imagine aisément que les ressources qui existent pour aider les femmes à monétiser leurs différentes compétences dérivées de ces activités non rémunérées seront mises en évidence à travers ce colloque. Tout à fait. Alors, comme je dis, si vous voulez avoir toutes les informations, il faudra qu'il y ait la possibilité de participer en hybride. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a en présentiel pour ceux qui sont invités, mais il y aura la possibilité de participer en hybride et disons en ligne pour surtout avoir des résultats de recherche. Voilà. Et chaque pays viendra sur la base des éléments faire ces présentations-là. Et il y aura également au niveau des panels la possibilité de dire un peu quelles sont les actions qui ont été menées. Donc on aura vraiment un certain nombre de résultats qui permettront de mieux éclairer la lanterne des uns et des autres et de voir dans quelle mesure des plaidoyers peuvent se mettre en place pour amener nos gouvernants, quand je parle de nos gouvernants, c'est en Afrique de l'Ouest, à intégrer ces aspects-là, à la fois à travers des textes, mais également dans, on va dire, la comptabilité nationale, comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien. Alors, merci beaucoup, docteur Ibrahim Diarra. Je rappelle que l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire nécessite une approche intégrée qui valorise les activités non rémunérées, tout en favorisant l'accès de celles-ci à des opportunités économiques formelles. Des efforts conjoints entre le gouvernement, les ONG et les communautés sont essentiels pour apporter des changements significatifs. Merci, docteur Ibrahim Diarra. Vous êtes le directeur du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Merci. Merci beaucoup. Et voilà qui referme ce numéro de S'appelle l'actualité. Merci de rester sur RTI 1 et je vous dis à très vite pour d'autres sessions.